Bon, on va peut-être commencer. Euh, les autres nous prendront en cours certainement. Donc, vu qu'il est déjà 18h02, donc on va y aller. Oui, Voilà. Bon, aujourd'hui, ce que je vous propose comme sujet, épreuve, c'est une épreuve sur l'organisation du système nerveux, notamment la moelle épinière en maîtrise de connaissances. Et pour les compétences, un exercice qui aborde un peu la glycémie et un dernier exercice qui revient un peu sur le tissu nerveux. Donc, toujours dans la logique de révision. Voilà, donc par rapport au programme. Euh, pour le premier exercice de maîtrise de connaissances, voilà, qu'on voit ici. Donc, on vous dit de décrire l'organisation de la moelle épinière et des schémas illustratifs sont attendus. Maintenant, quand on me donne un tel sujet, tout le monde sait que en restitution organisée de connaissances, il faut toujours avoir trois parties, donc une introduction, un développement et une conclusion. Maintenant, donc comment on construit son introduction? Toujours, n'est-ce pas, avoir à l'esprit qu'il faut amener le sujet, qu'il faut poser la problématique et qu'il faut annoncer le plan. OK? Et maintenant, pour le développement, les points proposés dans l'introduction seront justement utilisés pour le développement. Et pour les aborder, il faut toujours titrer, n'est-ce pas, les paragraphes à développer. Donc voilà le principe. OK? Maintenant, pour ce sujet-là, décrire l'organisation de la moelle épinière. Bon, quelqu'un peut-il nous proposer rapidement voilà, une petite introduction pour voir un peu? Oui, est-ce que quelqu'un pourrait nous proposer une petite introduction pour voir? OK, c'est oui, Oumou, Yaï. Oui, Oumou, il faut ouvrir le micro. Oui, c'est bon, ouais. OK, c'est ouvert. l'organisation de la moelle épinière. Mhm. J'ai pas compris. L'organisation, vous pouvez reprendre Oumou? Ou bien elle a un problème de... Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, ils demandent le sujet. Bon, le sujet, je précise que normalement, vous l'avez au niveau de la plateforme. Mais n'empêche, vous l'avez juste à côté de vous, hein. Donc, en face de vous plutôt. Donc, c'est en restitution organisée de connaissances où on demande de décrire l'organisation de la moelle épinière et de donner des schémas pour illustrer. Bon, maintenant, j'ai demandé à ce que quelqu'un nous fasse une petite introduction pour voir un peu. Bon, Oumou avait levé la main, mais je pense qu'on l'a perdu. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous proposer rapidement une petite introduction pour voir? Parce que ce qui m'intéresse ici fondamentalement, c'est la démarche. Est-ce que, n'est-ce pas, vous êtes capable d'amener un sujet, donc vous êtes capable de poser une problématique et d'annoncer le plan. Ça que je veux juste voir. Voilà, donc une simple introduction. Oui, Oumou est revenu. Oui, oui, il faut ouvrir le micro, Oumou. La moelle épinière, Mhm. partie du système nerveux central, relie l'encéphale au reste du corps. Protégée par les vertèbres, elle assure la transmission des messages nerveux et les réflexes. Son organisation comprend une structure externe et une structure interne. Nous décrirons ces caractéristiques dans un exposé structuré et illustré. OK. Donc voilà une proposition de Ndeye-Marie. Mais comme je dis, fondamentalement, il faut toujours, n'est-ce pas, dans une introduction de restitution organisée de connaissances, il faut toujours avoir à l'esprit les trois parties. Donc, la première partie, c'est quoi? C'est le fait d'amener le sujet. Donc, il faut amener le sujet. Et pour amener le sujet, il est préférable de partir, comme vous le savez, du général au particulier. La problématique, souvent, est déclinée sous forme interrogative. Et enfin, donc, vous avez donc le plan qui se propose, en fait, de donner
hein, ou de proposer des points qui seront abordés dans le développement. Bon, maintenant, pour partir du général, ici, on peut partir du système nerveux. On peut partir du système nerveux. Ou bien être beaucoup plus précis encore du système nerveux central. Parce qu'on sait tous qu'il y a deux éléments du système nerveux, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Mais ici, il est clair que pour la moelle épinière, il ne s'agit pas fondamentalement du système nerveux périphérique, mais c'est surtout du système nerveux central ou, n'est-ce pas, communément appelé donc le névraxe. Donc, on peut partir du système nerveux central pour venir à la moelle épinière. OK? Et maintenant, une fois qu'on est arrivé à la moelle épinière, bon, maintenant, on peut poser la problématique. Bon, parce que je trouve ce que Ndeye a dit, c'est assez long, n'est-ce pas? À mon sens, en tout cas, pour amener un sujet, en tout cas, un tel sujet. Parce que donc ce sujet n'est pas très, 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 très compliqué à développer. Donc, il faut pas perdre du temps, justement, à amener le sujet. Parce que tant que, n'est-ce pas, c'est simple, concis, clair, c'est mieux. Mais quand déjà il faut deux, trois, quatre, cinq phrases pour amener un sujet, donc ça commence à être lourd et souvent même on peut, voilà, passer sur l'essentiel. Donc c'est important, n'est-ce pas, d'être très concis, précis dans ce qu'on dit. Voilà, ne pas tergiverser ou en tout cas tourner autour du pot. Donc il faut aller à l'essentiel, c'est important. OK? Et maintenant, bon, dans l'introduction de Marie, bon, en tout cas, moi, je ne perçois pas la problématique posée. Voilà, je ne perçois pas la problématique. C'est vrai que vers la fin, plus ou moins, elle a évoqué un peu donc des éléments de plan. Voilà, c'est pas mal. Mais c'est fondamentalement les deux points qui me semblent être un peu problématiques. C'est-à-dire, pour amener le sujet, voilà, et elle a pris beaucoup de temps pour le faire. Et deuxièmement, on ne sent pas, on ne perçoit pas vraiment la problématique. Et comme j'ai dit, la problématique, il est préférable de la décliner sous forme interrogative. OK? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ceci pour l'introduction. On va dire, donc, restitution. Voilà. Maintenant, pour cette restitution, moi, ce que je vous propose comme introduction, c'est le système nerveux central ou névrax est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. Voilà. Donc déjà, vous voyez, je suis parti du général. Pour moi, le général, c'est le système nerveux central. Et je suis arrivé, n'est-ce pas, au particulier. Le particulier, pour moi, ici, c'est la moelle épinière. Donc, et si vous regardez bien, j'aurais pu mettre le système nerveux central ou névrase est conçu de la moelle épinière et de l'encéphale. Mais j'ai préféré terminer par l'encéphale, plutôt par la moelle épinière. Donc, j'ai mis en avant l'encéphale et en dernier, la moelle épinière. Donc, pour me permettre d'en arriver au particulier. Parce que là, je montre indirectement que je m'intéresse en fait à la moelle épinière. Voilà. Et maintenant, partant de là, maintenant, on peut poser directement la problématique ici. Donc, sachant que déjà, je suis arrivé au particulier, la moelle épinière. Et maintenant, la problématique ici posée, c'est comment est organisée la moelle épinière? C'est ça la question centrale ici. Donc, c'est de ça dont il s'agit dans ce sujet-là. Donc, il est question de dire, n'est-ce pas, comment la moelle épinière est organisée. Et donc, je pose cette problématique directement. Bon, maintenant, parfois, bon, on peut peut-être faire appel à des connecteurs ou bien en tout cas des transitions. C'est possible de faire donc des transitions. Comme également ici, on peut aller donc, n'est-ce pas, comme on dit, de but en blanc, donc directement, n'est-ce pas, sur l'affaire. Et ce sera de dire quoi? Comment est organisée cette moelle épinière? Comment est organisée cette moelle épinière? Donc voilà la problématique, notre problématique. Et maintenant, partant de cette problématique, maintenant, il faut annoncer le plan. Maintenant, dans l'annonce de plan, comme j'ai dit tout à l'heure,
il sera question ici de donner les points, n'est-ce pas, sur lesquels on pense pouvoir régler, n'est-ce pas, la problématique, parce que les points que vous devez donner dans le plan doivent normalement être en mesure de régler la problématique. Donc, le bon plan, c'est celui qui nous permet de régler la problématique. Sinon, ce n'est pas un bon plan. Donc, ça, c'est important. Donc, le choix des points à développer. Et deuxièmement aussi, la manière de le faire. Et la manière de le faire, souvent, est donnée par le verbe d'action qui se trouve même dans le sujet. Donc ici, ce verbe, c'est quoi? C'est d'écrire. Donc, on demande une description. Donc, si on fait autre chose que d'écrire, on est au sujet. Donc, ce qui est demandé ici, une description, non pas une analyse, une interprétation, une comparaison ou voilà. Ce qui est demandé de façon très claire, c'est une description. Et maintenant, quand vous annoncez le plan, il est important de le préciser. Et enfin, s'il est demandé de faire donc des illustrations, comme c'est le cas ici, il faudra également le préciser. Donc voilà en gros, n'est-ce pas, les éléments qu'il faut avoir au niveau de l'introduction. D'abord, donc il faut proposer des points à développer. Donc secondo, il faudra préciser hein, la manière dont vous comptez donc régler en tout cas la problématique posée. Et enfin, faire une précision sur les illustrations, surtout si c'est demandé, comme c'est le cas ici. Bon, je vois que Chaba a levé la main. Oui, Chaba, Bonjour, monsieur. bonjour. Je ne vois pas comment, comment la page là, je ne vois pas tout le sujet. Vous n'aurez pas le sujet. Ah, moi, je ne vois pas. Ça n'apparaît pas. Bon, peut-être on va remonter un peu pour voir. Introduction. Oui. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas développer un peu plus comme sur la moelle épinière? Bon, attendons d'abord. Est-ce que le sujet, tout le monde voit le sujet? Parce que c'est bizarre que ce que Chaba nous dit là, elle dit qu'elle ne voit pas le sujet. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Bon, les autres qui nous suivent là, est-ce que vous êtes dans la même situation que Chaba? Oumou, oui? Non, non, monsieur. Vous voyez le sujet? Oui, oui, je le vois. Oui, normalement, Chaba, normalement, c'est visible hein, en principe. OK. Bon, oui, maintenant, je pense que c'est Chaba toujours qui disait, est-ce que après il faut pas, est-ce qu'il faudrait pas après développer un peu sur la moelle épinière, si j'ai bien compris la question. Oui, Chaba, ouvrez le micro et parlez parce que j'ai pas suivi vers la fin là ce que vous disiez. Parce que quand vous faisiez la dissertation, Mhm, quand on écrit le système nerveux central néphratique est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière, mhm. on va chercher une manière de définir un peu plus la moelle épinière en amenant le sujet et la problématique, qu'il ait un petit lien. Pourquoi définir la moelle épinière? Non, pour chercher une petite, comment on dit, une translation entre comment amener le sujet et la problématique. Une transition. Oui. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut faire une transition. Tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est possible de le faire. Comme aussi, on parlait directement au but. OK? Parce que moi, je considère que pour ce sujet-là, n'est-ce pas, on ne doit pas trop perdre de temps donc, à tergiverser. Donc, le plus important, c'est vraiment qu'on voit que vous avez respecté donc, la méthodologie, la démarche. Donc, qu'on voit que vous avez amené le sujet, qu'on voit que vous avez posé la problématique et également annoncé le plan. Donc, si ces trois éléments-là sont dans le devoir, dans l'introduction, c'est bon. Bon, maintenant, c'est vrai que tout le monde a sa façon de dire les choses. Bon, ça, maintenant, c'est personnel. Bon, il n'est pas dit que ce que je propose là, c'est exactement ça qu'il faut faire tout le temps. Voilà. Donc, ici, c'est un exercice qui est ouvert. Donc, la maîtrise de connaissances, c'est un exercice qui est ouvert. Donc, tout le monde y va par rapport à son feeling. Mais quel que soit le feeling que vous avez, le niveau de langue que vous avez, le plus important, c'est qu'on respecte la démarche. Ça, le plus important. Voilà. Qu'on sente que vous avez respecté les parties de l'introduction. Ça, le plus important. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est une proposition. Et je répète encore, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire. C'est une façon, une des N façons,
n'est-ce pas, pour faire. Donc maintenant, là, j'ai dit comment organiser cette moelle épinière. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais du plan qu'il faut maintenant annoncer. Et pour cela, comme j'ai dit, il y a trois choses à prendre en compte. Euh, la première chose, c'est d'abord de faire un choix de points à développer, mais ces choix ou ces points à développer doivent normalement nous permettre de résoudre la problématique. Donc, le bon plan, encore une fois, c'est celui qui permet de régler la problématique. Sinon, ce n'est pas un bon plan. Deuxièmement, la façon de faire, la manière de faire. Et la manière de faire, c'est toujours donné par le verbe, ce qu'on appelle un verbe d'action. Et ce verbe-là est dans la consigne. Donc, c'est ce verbe-là qui nous dit comment il faut faire. Donc, ici, c'est décrire. Donc, ici, on nous demande de faire une description, pas autre chose. OK? Et enfin, comme c'est souvent le cas, on demande de faire des illustrations. Là aussi, il faudra le préciser. Donc, que nous, on va faire, n'est-ce pas, ou bien résoudre la problématique en s'y prenant comme ça, mais aussi, n'est-ce pas, on va le faire en faisant donc des illustrations. Donc, voilà, n'est-ce pas, comment il faut annoncer le plan. Bon, maintenant, je propose encore une fois une proposition parmi N. Donc, je dis, par exemple, pour répondre à cette question, pour répondre à cette question, nous allons décrire l'organisation externe, organisation externe et interne de la moelle épinière chez les mammifères avec schéma à l'appui. Voilà. Donc voilà une façon de proposer un plan ou d'annoncer un plan. Donc déjà ici, on m'a juste parlé d'organisation de la moelle épinière sans plus de précision. Mais moi, je sais que dans le cours que j'ai effectué, donc quand on m'a présenté la moelle épinière, on me l'a présenté sous deux facettes. Donc facette extérieure et facette intérieure. Ok. Donc, vu il n'a pas été précisé donc, dans le sujet qu'il faut faire une organisation interne ou bien une organisation externe, moi maintenant, pour être plus ou moins exhaustif dans ce que je vais faire, donc je propose les deux facettes. Donc, et ces deux facettes vont être en fait des points, n'est-ce pas, de plan pour moi. Donc, je vais aborder, n'est-ce pas, l'organisation extérieure de la moelle épinière. Deuxièmement, je vais aborder l'organisation interne de la moelle épinière. Et tout ceci, n'est-ce pas, avec des schémas pour appuyer. Donc voilà un exemple, une façon de faire une introduction pour ce sujet-là, parmi N autres façons possibles. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait donc notre introduction, dans le développement, bon, je ne vais pas trop développer, hein, donc je ne vais pas développer. Oui, il y a Oumou qui a levé la main. Oui, Oumou. Oui, Oumou. Il faut ouvrir le micro. Allô, monsieur, vous m'entendez? Oui, oui. Moi, j'ai fait une introduction à propos de ce sujet-là. Je n'ai pas compris. Vous avez fait? À propos de ce sujet-là, OK. mais à notre façon. Mais hein, À notre façon. d'une autre façon. Mhm. OK, oui. J'ai créé que le système nerveux central, appelé aussi nerf, Mhm. est l'un des structures le plus complexe et nécess- et la plus l'essentiel du corps humain. Il est constitué de centres nerveux qui sont Bon, principalement... excuse-moi. Bon, parce qu'aussi, il faut éviter, bon, ces types d'affirmations. Parce que quand tu dis, c'est vrai que le système nerveux, il est important, ça, on n'en disconvient pas. Mhm, Mais est-ce que de là à dire qu'il est peut-être le plus important par rapport aux autres organes qu'on peut trouver dans le corps? Donc ça aussi, il faut faire un peu attention par rapport à ça. OK? Ça, c'est un. Bon, deuxièmement aussi, comme je dis, il faut toujours aller à l'essentiel. C'est mhm, important. Plus c'est simple, mieux c'est.
Mhm. Plus c'est concis, mieux c'est. Ok. Il faut être précis et concis dans ce qu'on dit. C'est important. Donc, la Mhm. concision, c'est de ne pas, voilà, tourner en rond, voilà. Donc, il faut aller à l'essentiel. C'est Mhm. important. Voilà. Bon, continuez. Il est constitué de centres nerveux qui sont principalement le, ils ont principalement l'encéphale et la moelle épinière. Mhm. Il est organisé et nécessité un système de protection de centres nerveux, des centres nerveux. Mais attends, mais Oumou, tout ça, c'est dans l'introduction. Ah oui. Justement, là, ça pose problème. Comme je dis, l'introduction, n'est-ce pas, ça ne doit pas vous prendre autant de temps, autant de phrases. Attention, parce que là, déjà, on risque même, vous avez commencé même à anticiper un plus ou moins hein, sur des choses peut-être qu'on pouvait retrouver ailleurs que dans l'introduction. Donc, c'est pour cela il faut vraiment être concis, comme j'ai dit. Il faut être vraiment concis. Mhm. Voilà. Parce que déjà, n'oubliez pas que cet exercice est noté, est coté comme combien? Je pense que c'est 5 points. Mhm. Bon, c'est vrai, plus un point de plan de maîtrise de connaissances. Plan, voilà, voilà, plan de la gestion organisée de connaissances. Donc, ça fait 6 points au total. Donc, voyez. Donc, ici, il faut vraiment être très précis, très concis. Donc, vous n'avez pas besoin de trop, voilà, vous épancher sur la question. C'est important. Voilà. Oui, finissez. Ainsi, Mhm. après, après avoir décrit l'organisation externe de l'encéphale et la moelle épinière, on, on présentera un système. Voilà, c'est ça l'introduction. On présentera, j'ai pas compris. On présentera un système de protection. On présentera système de protection. Oui, parce que déjà, hein, bon, encore une fois, la consigne, elle est très claire. C'est une description de l'organisation qu'on demande. Maintenant, dans cette description de l'organisation, il est évident que donc, il y aura des choses qui peuvent être abordées, comme le système de protection. Surtout qu'on voit quand on regarde extérieurement, parce que quand on fait l'organisation externe, évidemment, on verra le système de protection, justement. Donc, déjà, ces éléments-là peuvent être abordés quand on fait la présentation externe. Parce que dans tous les cas, avant d'arriver à l'organe en tant que tel, il y a des éléments qui l'entourent et qui le protègent. OK? Notamment les ménages, etc. OK? Donc, encore une fois, il faut chercher, il faut avoir ça à l'esprit. Il faut toujours chercher à aller à l'essentiel. Il faut toujours chercher à être le plus concis possible. Il faut chercher toujours à faire des phrases courtes, simples, faciles à comprendre. Pas des phrases fleuves, des phrases très longues qui peuvent même parfois avoir le sens contraire de ce que vous vouliez dire parfois. Donc, il faut être concis, précis. Voilà les maîtres mots. Concis, précis. Concision, précision. C'est important. OK? Voilà. Bon, maintenant, pour le développement, donc je vais juste donner les points à développer ou bien qu'on pourrait développer ici. Et parmi ces points, et toujours en respectant la règle de la restitution, donc les points ici, j'ai proposé 2 points. Donc, j'ai proposé l'organisation externe et l'organisation interne. Maintenant, ces éléments-là, donc, je vais en faire des paragraphes qui seront titrés. Et maintenant, pour titrer, comme un plan de cours, donc on met une numérotation, on met, voilà, par exemple, je mets grand 1, l'organisation externe de la moelle épinière. Organisation externe, externe de la moelle épinière. Voilà, c'est important. Donc, j'allais oublier une chose. Vous avez remarqué que dans le plan, bon, même si dans l'exercice, ça n'a pas été clairement précisé, parce que l'exercice nous dit tout simplement décrire l'organisation de la moelle épinière, point. Mais on ne sait pas de quelle moelle épinière dont il s'agit précisément. On ne sait pas de quelle espèce dont il s'agit précisément. Donc, ouais. Mais nous, on sait que dans le cadre du cours, ce qu'on a traité, c'est la moelle épinière des mammifères.
C'est ça qu'on a traité. On n'a pas traité, n'est-ce pas, les autres groupes de vertébrés, par exemple. Donc, on s'est intéressé spécifiquement aux mammifères, ni aux oiseaux, ni aux reptiles, n'est-ce pas, ni aux poissons ou autres, les batraciens ou autres. On s'est intéressé aux mammifères. C'est ça le programme. Donc, même si dans le sujet, ça n'a pas été précisé très clairement, vous maintenant, pour montrer que justement, voilà, ce que vous savez, on le précise. C'est pour cela, donc, j'ai précisé, j'ai pris le soin de le faire dans le plan. Donc, j'ai dit l'organisation de la moelle épinière chez les mammifères, même si le sujet ne l'a pas précisément ou clairement précisé. Mais moi, je sais que c'est ça que j'ai appris, c'est ça que je connais, je le précise, n'est-ce pas? Pour qu'on comprenne que quand je vais décrire, ce que je vais décrire ne concerne que les mammifères, pas les autres groupes de vertébrés, par exemple. Ça aussi, c'était une remarque, n'est-ce pas, qu'il fallait faire. OK? Maintenant, là, donc, je donne l'organisation externe, comme tout le monde le sait. Donc, l'apparence de la moelle épinière sous forme de cordon, etc., de quelques centimètres qu'on trouve. Et comme disait tout à l'heure quelqu'un, avec donc le système de protection, notamment, n'est-ce pas, les méninges, mais avant les méninges même, le fait que cette moelle épinière soit logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Mais ensuite, si on l'extirpe de ce canal-là, il va se présenter par un système de protection constitué par les méninges. Donc, la dure mère, la pire mère et l'arachnoïde. Voilà. Donc, voilà les éléments, et bien sûr, avec les systèmes de nerfs, n'est-ce pas, les nerfs rachidiens qui, n'est-ce pas, convergent vers cette moelle épinière-là. Donc, voilà l'organisation externe qu'il faut décrire et qui, je le rappelle, n'est-ce pas, est normalement dans vos cours à tous. Donc, voilà ici ce qu'il fallait juste aborder. Et maintenant, faire un schéma associé montrant un peu, n'est-ce pas, comment on a le cordon avec donc les deux sillons qu'on voit, sillon dorsal, sillon ventral, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les paires de nerfs rachidiens qui convergent au niveau ou vers la moelle épinière. Voilà, donc voilà l'organisation externe. Et maintenant, deuxièmement, je vais donc toujours, je mets les numéros, le paragraphe et le titre. Donc là, deuxième point, c'est l'organisation interne de la moelle épinière. Voilà. Mais on sait que pour l'organisation interne, généralement, il faut pratiquer, n'est-ce pas, ou bien il faut avoir recours à des coupes. Voilà. Et là aussi, il faut dire ce que vous connaissez. On vous a, n'est-ce pas, appris dans le cours, n'est-ce pas, pour faire l'organisation, encore décrire l'organisation interne, il faut procéder par des coupes. Donc, notamment une coupe transversale de la moelle épinière. Et maintenant, montrer que, n'est-ce pas, quand on fait une coupe transversale, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la moelle épinière. Notamment, tout de suite, n'est-ce pas, la dualité structurale qu'on peut observer avec, n'est-ce pas, une couleur, on va dire, ou bien un aspect gris, n'est-ce pas, qu'on aura au centre et qui se présente sous forme d'un X, et un aspect blanchâtre qu'on voit à la périphérie. Oui, Abdurrahman a levé la main, ou peut-être Aboubakar plutôt. Oui, Aboubakar, oui, oui, il faut ouvrir le micro. Bon, j'ai toujours... Oui, Aboubakar, oui. Bon, il ne sait pas s'il nous entend. Donc voilà, en fait, ici, ce qu'il faut comprendre. En organisation interne, donc il sera question de décrire, n'est-ce pas, la dualité, n'est-ce pas, de substances, notamment la substance grise qui est interne et la substance blanche qui est externe. Et montrer que justement, le nerf, n'est-ce pas, rachidien, n'est-ce pas, qui converge vers la moelle épinière, va être, n'est-ce pas, séparé en deux branches, une branche dorsale avec le ganglion spinal et une branche ventrale qui n'a pas de ganglion spinal. Voilà. Donc voilà, en gros, n'est-ce pas, ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas, en organisation interne. Oui, Aboubakar, qui a encore levé la main. Monsieur, Oui, euh, dans l'organisation externe de la moelle épinière, oui. est-ce pas, on va parler de la substance blanche, de la composition de la substance blanche. Non, pas de la composition de la substance blanche. Pourquoi parler de la composition de la substance blanche? Donc ici, le plus important, c'est d'écrire l'aspect. Bon, c'est vrai que on a la moelle épinière va nous apparaître, n'est-ce pas, constituée en fait, d'une substance blanche
d'un blanc nacré, voilà. La moelle épinière a un aspect de blanc nacré, oui, mais pas de là à donner la constitution de cette substance-là. Vous n'avez pas besoin d'arriver à ça. Voilà. C'est juste, Qu'est-ce qu'on va et- dire sur oui, l'organisation extrême de la moelle épinière? j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous montrez que cette moelle épinière-là, d'abord, extérieurement, cette moelle épinière est protégée. On voit donc le système de protection. Donc, avec déjà les méninges. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, on voit que cette moelle épinière-là va apparaître, n'est-ce pas, sous l'aspect d'un cordon, n'est-ce pas, blanc nacré de quelques centimètres chez les mammifères, notamment chez l'homme. OK? Et va présenter un système, n'est-ce pas, de nerfs, n'est-ce pas, qui se présentent en paire, qui convergent vers la moelle épinière. Donc, ce sont les nerfs rachidiens. OK? Et tout le long de la moelle épinière, dorsalement, n'est-ce pas, nous avons un sillon dorsal étroit et tout le long de la moelle épinière, au niveau ventral, nous avons un sillon ventral qui est beaucoup plus large. Ah, d'accord, merci. Voilà, donc ça qu'il faut juste montrer. Et maintenant, comme j'ai dit, maintenant, pour voir l'organisation interne, là, il faut pratiquer une coupe transversale, par exemple, comme on vous l'a appris. Ok. Parce que vous avez vu que dans le cadre du cours, on n'a pas fait de coupe longitudinale. Mais les coupes qu'on a effectuées sont des coupes transversales qui montrent que justement, on a une dualité de substance qui apparaît très nettement. Donc, le gris, n'est-ce pas, qui est au centre, qui se présente sous la forme de X, percé au milieu par le canal de l'épandyle. OK? Et maintenant, avec un système de cornes, OK? Corne dorsale, corne ventrale, corne intermédiaire. OK? Et ensuite, nous avons une substance blanche qui est à la périphérie. Donc voilà ce qu'il faut juste, n'est-ce pas, montrer ici. Et comme je dis, faire un schéma, n'est-ce pas, de moelle épinière en coupe transversale. Et je précise que ce schéma-là, oui, Thiaré a levé la main. Bonjour, bonsoir. Mhm. Oui, soit. On peut avoir les semences. Est-ce que vous avez les schémas? On peut avoir les semences. Oui, oui, c'est dans le corrigé. Le corrigé va suivre après. Mais comme je dis, ce sont des schémas qu'il faut savoir faire, hein. C'est important. Surtout le schéma de coupe transversale de moelle épinière. Ça, tout le monde doit pouvoir le faire. C'est important. Mais tout est dans le corrigé qu'on va vous amener tout à l'heure, à la fin de ce cours. OK. Et enfin, n'est-ce pas, dernière partie, c'est la conclusion. Maintenant, pour la conclusion, c'est en fait, il faut avoir à l'esprit que la conclusion, c'est une synthèse qu'on fait. Donc, un résumé qu'on fait, un bilan qu'on fait. Oui, Sorna a levé la main. Oui, Sorna. Sorna Diallo, Bonsoir, monsieur. ça, En fait, je voudrais demander ici, on n'a pas besoin de parler sur l'organisation de la substance grise et de la substance blanche. de l'organisation de la substance grise et de la substance blanche. Oui, Non, parce que on parle de l'organisation de la moelle épinière. ici, on détaille pas dans dans la substance grise ou bien dans la substance blanche. On dit seulement que on les énumère seulement, mais on les décrit pas. Non, bien sûr, on a décrit. Parce que tu es à quel niveau? Par exemple, si je prends la coupe transversale, organisation interne. Donc, je viens de dire que quand on fait une coupe transversale, on voit que, encore une fois, on est dans une discussion, hein. Donc, on Oui. constate que la moelle épinière se présente sous forme, n'est-ce pas, d'une dualité de substance. Une substance grise interne, une substance blanche externe. La substance grise présente un aspect de X avec, n'est-ce pas, deux cornes dorsales étroites plutôt, Mhm. des cornes intermédiaires et deux cornes ventrales plus larges. D'accord. Au centre de la substance grise, nous avons un canal, bien un trou, n'est-ce pas, appelé canal de l'épandyle. Des D'où canaux de circule, si vous voulez, l'épandémie. le liquide céphalorachidien, par exemple. Bon, mais D'accord, parce que je n'ai merci. pas développé, parce qu'on sait que c'est dans le cours, donc tout le monde sait le faire, en fait. Donc là, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la démarche. Oui, merci. Voilà. Et si vous avez remarqué, souvent, je ne corrige pas les maîtrises de connaissances. Donc, j'attaque directement les compétences. Parce que je me dis qu'en maîtrise, normalement, n'est-ce pas, si vous connaissez la technique, la démarche, ça ne doit pas poser de problème d'expliquer ou en tout cas de faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, j'ai préféré, puisque vu que ce sujet n'est pas trop grand, n'est pas trop long à faire, donc voilà, je me suis proposé de le faire rapidement avant d'avancer sur le deux autres exercices. C'est bon. Oui, c'est bon, merci. Voilà, voilà, c'est ça. Et maintenant, je disais, pour la conclusion, hein, il faut juste faire, comme j'ai dit, un résumé, un bilan. OK? Maintenant, il y a deux façons de conclure. On peut faire une conclusion qui est fermée ou bien on peut faire une conclusion qui est ouverte. Une conclusion est fermée, elle se limite
uniquement au sujet. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'ouverture. Une conclusion peut être ouverte quand justement on a une perspective, c'est-à-dire qui se termine par un questionnement, n'est-ce pas, ou bien par une autre problématique qui n'a pas été posée par le sujet. Donc voilà deux façons de faire une conclusion. Maintenant, à vous de voir là où vous vous sentez plus à l'aise. Est-ce que vous préférez ouvrir vos conclusions? Est-ce que vous préférez fermer? Donc voilà comment on conclut. Donc, je répète encore, la conclusion, c'est un bilan qu'on fait, OK, et qui peut soit s'arrêter sur le sujet lui-même, donc là, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'ouverture, ou bien ça peut poser une autre problématique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça s'ouvre. Et là, on a une perspective. Donc voilà comment il faut faire la conclusion. Soit fermer, soit ouvrir. C'est bon? Voilà. Et s'il y a des questions, avant qu'on avance sur les autres deux, on me demande de descendre un peu, peut-être, oui. OK, donc c'est Abdurrahmana qui a demandé de descendre un peu l'écran, voilà, pour faire une capture d'écran. OK, oui. Donc c'est bon. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on peut attaquer donc le premier exercice de compétences. Donc voilà, cet exercice, donc l'exercice 2 de compétences. Sorna a levé la main, oui, Sorna. Monsieur, dans une dissertation scientifique, on n'a pas besoin de poser le plan. Dans le On n'a pas besoin de poser le plan. Ici, vous avez seulement amené le sujet Mhm. et après, poser, avez annoncé. po- poser la problématique et Ici, j'ai vous n'avez annoncé, pas posé. Oui, vous avez posé la problématique, oui. oui, et j'ai annoncé le plan. Oui, mais vous n'avez pas posé le sujet, oui. Poser le sujet. Attention, parce que, encore Vous une avez fois, Je pensais qu'on doit amener le sujet, poser le sujet, poser le... on doit poser la voilà, problématique c'est et ça ensuite dont, on doit annoncer. non, attention, parce que la restitution n'est pas une dissertation française. Ok, voilà. Voilà. Donc, Hmm. parce que ce que vous me dites là, ce sont des choses qu'on voit en dissertation française. Mais nous, on n'est pas dans ce Oui. schéma-là. C'est pour ça que j'aime pas trop quand les gens Hmm. parlent de dissertation en SVT. C'est pas une dissertation en tant que telle. Hmm. Voilà, où on pose le sujet, où on cite l'auteur, où on fait ceci. Ici, on ne cite pas, on ne pose pas. Non, non. Donc, la démarche, elle est simple. Il faut amener le sujet. Mhm. Pour cela, il faut partir du général au particulier, ce qu'on a fait. Mhm. Le général, pour nous, ici, c'est le système nerveux central. Et pour chercher, et c'est ça le contexte également, ce qu'on appelle également le contexte. Donc, pour trouver ce contexte-là, on va parler de décrire l'organisation de l'encéphale. Mais l'encéphale, dans quel cadre on peut situer l'encéphale? Dans quel contexte on peut mettre l'encéphale, la moelle épinière plutôt? Donc, la moelle épinière, dans quel contexte on peut la mettre? C'est dans le contexte du système nerveux, parce que c'est un Mhm. élément du système nerveux. Donc, voilà le général pour nous. Donc, c'est là où on doit partir pour venir, n'est-ce pas, à la moelle épinière en tant que telle, ce qu'on a essayé de faire. Et maintenant, après, il faut poser la problématique. Donc, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de décrire, n'est-ce pas, l'organisation. Donc, la problématique que nous avons ici, c'est une question d'organisation de la moelle épinière. Et ça, je le Mhm. formule, n'est-ce pas, sous une forme interrogative de préférence, de préférence. Et maintenant, une fois que j'ai Oui. fait cela, maintenant, il me reste maintenant le plan. Et le plan, c'est quoi? Ce sont, comme je dis, des points qu'il faut développer et quand c'est développé, ces points-là nous permettent de résoudre la problématique. Ça, le bon plan. Donc, le bon D'accord. plan, Mhm. c'est celui qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir Mhm. des points qui, une fois développés, nous permettent de résoudre la problématique. Et ici, le fait de D'accord. développer, n'est-ce pas, l'organisation externe, ça participe à résoudre la problématique qui est l'organisation de la moelle épinière. Le fait de développer l'organisation interne de la moelle épinière, ça participe à régler la problématique de l'organisation de la moelle épinière. OK? Et maintenant, Merci. Oui. j'ai dit Et- la façon de le faire, c'est-à-dire, c'est une description. On ne m'a pas demandé d'analyser, donc c'est une description et là, je le précise. Et enfin, je donne, n'est-ce pas, les schémas illustrés qu'on me demande de faire et là, je fais la précision. Mhm. Voilà. C'est bon? Ok, merci. Oui, c'est bon, OK. merci. OK. Donc, on va avancer s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va attaquer donc, les 6-2. Donc, qui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est un exercice qui aborde un peu, n'est-ce pas, la glycémie. Maintenant, qui peut lire, qui veut lire les 6 déjà? Chaba, oui. Exercice 2. On se propose d'étudier quelques aspects du déterminisme du diabète. Mhm, Grand A. Chez le rat, on a constaté que des individus obèses
qui possèdent une surcharge en graisse sont généralement diabétiques. Pour connaître la cause de ce diabète, on a réalisé l'expérience suivante. Mhm. On a soumis un lot de rats normaux et un lot de rats obèses et diabétiques à une injection de sulfamide. Cette substance active la sécrétion de l'insuline. Le Mhm. document présente la variation de la glycémie et de l'insulinémie L'insulinémie. mesurée Mhm. chez ces deux lots. Mhm. Euh, Première question, analysez les résultats de cette expérience. Deuxième, quelle hypothèse proposes-tu pour expliquer l'origine du diabète des rats obèses? Je m'arrête là où je continue. Oui, bon, on peut arrêter donc à la première partie, donc la partie A. Donc, on va essayer d'aborder ensemble. Bon, maintenant, comme vous le voyez ici, mais d'abord, je reviens un peu sur le cours. Donc, vous avez parlé, vous avez fait certainement, vous avez abordé la leçon sur la glycémie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est très simple. La glycémie, c'est un paramètre physiologique, comme la température, comme le pH, comme la pression osmotique, etc., etc. Mais un paramètre qui est susceptible de variation, qui est susceptible de modification, mais il est contrôlé. C'est un paramètre contrôlé. Contrôlé par quoi? Par un système de régulation ou bien un système réglant, qui à chaque fois qu'il y a un dérèglement ou bien une variation, le système intervient pour corriger ces variations-là, pour ramener, n'est-ce pas, les choses en l'état. Comprenez? Maintenant, dans quel cas ce système réglant ou régulateur intervient? Quand nous avons un dérèglement allant dans le sens d'une augmentation de la glycémie ou bien une variation allant dans le sens d'une baisse de la glycémie. La glycémie est en dérèglement ou bien est en augmentation ou bien augmente. Dans ce cas-là, on va parler d'hyperglycémie. La glycémie connaît un dérèglement dans le sens d'une baisse. Dans ce cas, on parle d'hypoglycémie. Maintenant, qu'on ait affaire à une hyperglycémie ou bien une hypoglycémie, le système de régulation intervient pour corriger, pour toujours garder la glycémie à sa valeur de référence, qui est compatible à la bonne santé de l'individu. Parce que si on a une hausse ou bien si on a une baisse, ça peut participer, n'est-ce pas, à un état de mauvaise santé. Maintenant, pour garantir la bonne santé de l'individu, il faut que ce paramètre contrôlé soit toujours maintenu, n'est-ce pas, dans des limites acceptables, donc valeur de référence. C'est ça la régulation de la glycémie. Maintenant, quels sont les mécanismes qui interviennent dans la régulation? Si on a une baisse de la glycémie, hypoglycémie, on a un système hyperglycémien qui intervient pour avoir tendance à augmenter la glycémie et la ramener à sa valeur de référence. Donc, on parle de système hyperglycémien. Quand on a une hyperglycémie, nous avons affaire à un système hypoglycémien qui, lui, va participer à ramener la glycémie à sa valeur de référence. Donc, voilà les deux types de systèmes qui contrôlent la glycémie. Maintenant, plusieurs organes peuvent intervenir. Donc, les facteurs hormonaux peuvent intervenir, les facteurs nerveux peuvent intervenir, les facteurs neurohormonaux peuvent également intervenir. Toujours dans le but de garder ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la constance du milieu intérieur, la fixité du milieu intérieur. Parce que la glycémie est un paramètre du milieu intérieur, comme le pH, comme la pression osmotique, etc. Mais qui peut parfois connaître des modifications, n'est-ce pas, dans le sens de perturber un peu l'équilibre du milieu intérieur. Donc, vu que l'équilibre, le milieu intérieur doit toujours être équilibré, doit être à un niveau constant, donc tous les mécanismes pouvant aider à corriger cela vont intervenir. Toujours, encore une fois, l'objectif principal, c'est quoi? Garder l'homéostasie, garder la constance du milieu intérieur. Donc, voilà ce que nous allons essayer de voir ici, à travers cet exercice, de voir un peu comment cette glycémie-là peut être, n'est-ce pas, régulée, ou bien en tout cas, quels sont les éléments qui peuvent être contribués, n'est-ce pas, à sa régulation. Donc voilà ce que je voulais juste dire en résumé. Maintenant, on va attaquer donc le sujet en tant que tel. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, oui, il y a Fatou, oui, qui a levé la main. Oui, Fatou Diop. Il faut ouvrir le micro, oui. Mhm. Je réponds à la première question. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Pour l'analyse, parce qu'on m'a demandé d'abord d'analyser. Hein? Et Oui, analyse les résultats de cette expérience.
On peut constater que la glycémie chez les rats normaux diminue rapidement après l'injection de sulfamide de 0,90 à 0,42, tandis que chez les rats obèses, la glycémie reste élevée et constante à 1,45. Ouais, en moyenne, hein, donc autour Oui, de 1,45. oui. Mhm, Et l'insulinémie mhm. chez les rats normaux augmente de 21 à 60. Attendez, oui, de 21. Non, de 21 à 92. Oui. Mais ici, le plus important ici, c'est de voir qu'il y a eu une modification de l'insulinémie. Donc, quand on a donc injecté la sulfamide, on voit que ce taux-là connaît une modification parce qu'il n'est pas resté à 21. Oui, Donc, ce taux a augmenté parce qu'on a des oui, valeurs qui sont supérieures à 21. OK? oui, Et de la même manière également, au niveau des rats obèses, on a la même remarque. C'est-à-dire que même si ici, on a un taux plus faible, n'est-ce pas, d'insulinémie chez le rat obèse, qui est de 15 contre 21 chez les rats normaux, mais quand on a fait l'injection aussi, là, on a vu qu'il y a également une augmentation de l'insulinémie, comme chez le rat normal ou chez les rats normaux. C'est bon. oui, Voilà. Donc, effectivement, donc, voilà une façon de faire l'analyse. Maintenant, ici, une question, parce que ça n'a pas été précisé par le document 1. Bon, normalement, on aurait dû le préciser, mais ça n'a pas été fait. À quel moment on a fait l'injection d'après vous? Si on regarde les colonnes du tableau, à quel moment on a fait l'injection de sulfamide? Oui. Aminata? Oui, Aminata? À partir de la troisième colonne. À partir de la Troisième colonne. troisième colonne. Oui. Ah, troisième colonne. En fait, c'est-à-dire quelle valeur précisément? À 0,70. 0,70. Oui. Est-ce que c'est à 0,70? Thiaba ou Sokhna Diarra? Bon, Sokhna Diarra, on va voir. Bon, Thiaba. Monsieur, Oui, Thiaba ouvert, oui. je ne suis pas d'accord pour l'analyse de Fatou. Bon, d'accord, on va revenir sur ça. Mais réglons d'abord la question de l'injection. C'est à quel niveau on a injecté? À quel niveau? Oui, à quel On peut moment dire quand la glycémie est à 1 gramme par litre. Non, non. Ici, on n'a pas une glycémie à 1 gramme. La glycémie que nous avons ici, c'est 0,90 ou bien un et quelques. Hum, on peut dire à 0,70. Oui, c'est ce que disais tout à l'heure. Ouais, mais j'ai dit que est-ce que c'est bien ça? Bon, Oui, Khadijatou, peut-être ou c'est bien bien. Sokhna. Attends, attention. Sokhna Diarra, oui. Avant de passer à Khadijatou. Oui, il faut ouvrir le micro, Sokhna. Sokhna, ouvre le micro. Sinon, on passe à Khadijatou, hein. Oui, Khadijatou, peut-être Sokhna a un problème de micro. Khadijatou, oui, rapidement. À quel moment on a fait l'injection, en fait? Oui, Fatou, OK, qui a Je ouvert le micro. pense que c'est à 0,90, la deuxième colonne. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Bon, vous voyez mon écran, hein? Oui. Voilà, on peut considérer que c'est là où on a fait l'injection, à ce niveau-là. Donc, l'injection a été effectuée là. OK? Et donc, dès qu'on a fait l'injection, donc on voit qu'il y a eu donc des variations, aussi bien au niveau des rats normaux qu'au niveau des rats, n'est-ce pas, obèses. OK? Voilà. Donc, même si au niveau des rats obèses, la glycémie n'a pas fondamentalement changé, ce qui n'est pas le cas chez les rats normaux, mais au moins, on a une modification de l'insulinémie qui est passée de 15 à des valeurs qui sont largement supérieures à 15, aussi bien chez les obèses que chez les normaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait l'injection. Donc, comme je dis, donc ça n'a pas été précisé. Mais normalement, vous, en regardant le tableau, vous devez savoir exactement à quel moment on a fait l'injection. Donc, c'est à ce niveau-là que l'injection a été donc effectuée. Maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, à l'analyse, donc, je pense que c'est Chaba qui dit qu'elle n'était pas d'accord. C'est bien ça, Chaba. Bon, Sohna Diarra dit qu'elle Oui, n'arrive pas monsieur. à ouvrir le micro. Oui, oui, Chaba, tu dis que tu n'es pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord pour l'analyse. Maintenant, tu proposes quoi à la place? Si tu devais analyser, tu dirais quoi? Euh, Mhm. je dirais que le document
présente la variation de la glycémie et de l'insuline mesurée ces deux lots. On constate chez les rats normaux, la glycémie varie de 0,90 à 0,42 de valeur différente. Chez les rats obèses, parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Oui. Pour les rats obèses. Oui, pour les rats obèses. Oui, mais 0,45, 0,40, 0,50, c'est pratiquement la même chose, hein. C'est pratiquement la même chose, mais ici, les mesures sur l'insuline ne sont pas les mêmes sous les rats normales et les rats obèses. Oui, mais ici, fondamentalement, comme j'ai dit, ce qu'il faut juste remarquer, c'est quand on a fait l'injection, il y a eu, chez le rat obèse, en termes de glycémie, il n'y a pas fondamentalement de changement. Mais ce qui a changé fondamentalement chez les rats obèses, c'est justement l'insulinémie qui a augmenté. Et cette augmentation qu'on a notée chez le rat obèse, c'est la même chose aussi, cette augmentation aussi qu'on a notée chez les rats normaux. C'est ça qu'on a dit. C'est parfait ça. Comment? On peut déjà analyser sous les rats normaux et Oui. après, on va analyser sous les rats obèses. Oui. Bon, ici, il y a plusieurs façons de faire. C'est-à-dire qu'on peut faire donc une analyse comparative. C'est-à-dire prendre paramètre par paramètre. Pour chaque rat, comparer ça. Comparer la glycémie du rat normal et du rat obèse. Après, comparer l'insulinémie du Mhm. rat normal et du rat, voilà, obèse. On peut faire ça, par exemple. Ou bien faire une analyse globale, n'est-ce pas, pour les deux paramètres au niveau de chaque type, n'est-ce pas, d'individu. Chez les rats normaux d'un côté et chez les rats obèses de l'autre. C'est à nous de voir. Voilà. On est d'accord. Mais ici, ce qu'il fallait surtout préciser, c'est en fait, il y a deux moments. Bon, peut-être que qui n'est pas très clairement sorti dans la première proposition. Les deux moments, c'est quoi? C'est avant l'injection et après l'injection. Ça aussi, il est important de le préciser. Parce que la réalité d'avant injection n'est pas la même réalité d'après injection. C'est important. Parce que le changement des paramètres n'a commencé qu'après qu'on ait fait donc l'injection. Donc, on peut décrire la situation que nous avons avant et décrire la situation que nous avons après l'injection. Ça aussi, c'est important à retenir. Donc, toujours, quand il y a une action, n'est-ce pas, qu'on a effectuée, ici, l'action ici, c'est une injection, ça peut être autre chose. Par exemple, si je prends dans le cas des systèmes nerveux, une simulation, avant simulation, après simulation. Ici, c'est avant injection, après injection. Donc, on peut décrire donc les deux situations. Donc, la situation d'avant et la situation. Est-ce que tout le monde me comprend? Oui, monsieur. Voilà. Donc, ici, comme l'a dit Chaba, oui, on va présenter. Parce que l'analyse, c'est fondamentalement, si on veut faire vraiment une analyse rigoureuse, il faut présenter le document. Donc, c'est la première partie de l'analyse, la présentation du document. OK? Donc, comme elle a dit, le document représente la variation. Bon, on y va. Donc, le document 1 représente la variation de la glycémie et de l'insulinémie chez des rats normaux et obèses avant et après injection de sulfamide. Donc, voilà la présentation du document. Maintenant, on en vient à l'analyse à proprement parler. Donc, comme je dis, donc, il y a deux moments qu'il faut marquer. Le moment d'avant et avant injection et le moment après injection. Donc, on va dire avant l'injection de sulfamide, hein, la glycémie est normale. Bon, pourquoi on le dit? Parce qu'on sait que pour la glycémie, les valeurs normales, c'est entre 0,85 et 1,02, par exemple. OK? Donc ici, on est à 0,90. Donc, c'est dans la fourchette normale. Donc, la glycémie, on va dire donc, est normale chez les rats normaux.
Alors que chez les rats obèses, elle est élevée. OK, ça, c'est une analyse comparative de la glycémie des deux. Donc, glycémie, voilà, normaux, glycémie obèse, toujours avant injection. OK? Maintenant, je peux, de la même façon aussi, toujours avant injection, aborder l'insulinémie, toujours en faisant une comparaison, une analyse comparative, toujours. Donc, je dis, par ailleurs, l'insulinémie est plus élevée chez les rats normaux que chez les obèses. Voilà. Et maintenant, deuxième moment, c'est après injection. Bon, ici, je rappelle que on peut aussi préciser les valeurs. Donc, c'est une... Voilà. Euh, Marema a levé la main. Oui, oui, Marema. J'ai testé pour que ça passe. Ça marchait pas avant. Ah, ça, OK, ça, c'est bien maintenant. C'est bon. Mm. Oui, ça va. OK. Maintenant, après l'injection de sulfamide, on va dire quoi? On note une augmentation de l'insulinémie accompagnée d'une baisse de la glycémie. Voilà, je couple les deux. Je vais coupler un peu. Chez les rats normaux. Par contre, chez les rats obèses, on note une constance constance de la glycémie malgré l'augmentation de l'insulinémie. Voilà. Donc voilà, OK, l'analyse. Bon, il y a Doumbia qui a levé la main. Nyakoro, oui. Il faut ouvrir le micro rapidement. Oui, Nyakoro, oui. Ouvrez le micro, ouvrez le micro. Bon, sinon, Absatou aussi, Djouk a levé la main rapidement pour qu'on avance sur la deuxième question. Oui, Absatou, Djouk, oui.
Aïssatou, oui, Aïssatou. Bon, donc, je vois pas de réaction, c'est tellement... Voilà, donc, on va avancer donc sur la deuxième question. Donc, après l'analyse, maintenant, on nous demande à la deuxième question de proposer donc des hypothèses. Donc, on va dire deuxièmement, hypothèse. OK? Pour expliquer l'origine du diabète des rats obèses. Oui, Aminata, a levé la main de même que Sorna. Oui, Aminata, Sorna, oui, Aminata. Et le diabète, c'est dû à une insensibilité des cellules cibles à l'insuline. Des cellules cibles à l'insuline. Euh, oui, oui, ça peut être le cas, mais toujours, hein, l'hypothèse ou les hypothèses qu'il faut proposer doivent être en accord avec, n'est-ce pas, les éléments donnés par le document ou en tout cas par l'exercice. Donc ici, on nous dit que on a injecté une substance qu'on appelle la sulfamide. Cette substance fait quoi? Active la sécrétion d'insuline. Donc la sulfamide est une substance qui active la sécrétion d'insuline. Or, tout le monde sait que l'insuline est une hormone hypoglycémiante, donc qui permet de baisser la glycémie. Mais quand on l'a injecté, n'est-ce pas, on voit que effectivement la glycémie des rats normaux a baissé. Et cette baisse est accompagnée par une augmentation de l'insulinémie. Donc, je rappelle que l'insulinémie est en fait, n'est-ce pas, la présence de l'insuline au niveau du sang. Donc, on a une quantité importante d'insuline qui a été libérée, n'est-ce pas, et qui se retrouve dans le sang. Et cette quantité importante d'insuline dans le sang a permis pour les rats normaux de baisser leur glycémie, qui est passée, n'est-ce pas, de 0,90 à des valeurs environ qui tournent autour de 0,40, 0,42. Alors que chez les rats obèses, pour la même injection, OK, on constate que, certes, l'insulinémie a augmenté parce que la sulfamide a toujours a fait son action. Son action, c'est quoi? De permettre donc la sécrétion d'insuline. C'est pour cela donc, là où les taux d'insuline étaient faibles de 15 grammes par litre, on se retrouve 15 MU par millilitre, n'est-ce pas? On se retrouve avec des valeurs de plus de 15, 99, etc. Donc très élevées. Mais malgré ces valeurs élevées d'insulinémie, ça n'a pas affecté la glycémie, comme chez les rats normaux, qui, avec l'augmentation de l'insulinémie, on a obtenu une baisse de la glycémie. Ici, malgré l'augmentation de l'insuline ou de l'insulinémie, on n'a pas senti une baisse de la glycémie. Et maintenant, on se pose des questions. Pourquoi chez les rats obèses, on n'a pas obtenu le même résultat chez les rats normaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour que malgré que la sulfamide a fait son effet, ça a d'augmenter l'insulinémie, mais ça n'a pas eu d'impact sur la glycémie des rats obèses, comme on l'a noté chez les rats normaux. Et maintenant, on nous demande de formuler des hypothèses pour expliquer cet état de fait. Je ne sais pas si tout le monde comprend la situation. Maintenant, quelle hypothèse on peut formuler pouvant expliquer pourquoi chez les obèses, malgré que la sulfamide a fait son effet, on n'a pas senti la baisse de la glycémie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? OK, Moustapha? Oui, Moustapha? Ndiaye? Il faut ouvrir le micro. Oui? Pour formuler l'hypothèse, on peut dire que Ouais, euh, il faut parler fort, le micro. oui, monsieur. Oui? Pour formuler l'hypothèse, on peut dire que l'injection de sulfamide Mhm. serait-il la cause de la baisse de la glycémie? Non, est-ce que tu as compris, Moustapha, la question? L'hypothèse Oui, à formuler ou les hypothèses à formuler, c'est par rapport aux oui, rats obèses, parce que c'est là où on a constaté un problème. Pour les rats oui, normaux, il n'y a pas de problème. oui, Donc, voilà, on a injecté la sulfamide. Effectivement, la glycémie a baissé avec l'augmentation de l'insulinémie. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème oui, fondamentalement, c'est au niveau des rats obèses.
qui, malgré le fait que l'insulinémie a augmenté, mais ça n'a pas fait changer la glycémie. La glycémie est restée plus ou moins constante. Bon, le temps de Moustapha, que tu réfléchisses encore, on passe à, on va dire, Ndeye Anta, qui n'a pas encore parlé. Sinon, oui, Ndeye Anta. Bon, Moustapha, il faut fermer ton micro en attendant. Oui, Oui, Ndeye Anta. bonjour, Oui, ça va? ça va. En fait, on peut dire que l'origine du diabète des rats obèses peut être due à un défaut des récepteurs à insuline dans leur organisme. Voilà. Donc, on peut penser cela, que les récepteurs à insuline au niveau des rats obèses, ces récepteurs-là sont défectueux. Oui, Voilà, il y a un problème au niveau des récepteurs. Peut-être que ces récepteurs ne fixent pas normalement l'insuline. Ou même parce que ces récepteurs sont insuffisants. Par oui, exemple, voilà, ça peut être une explication. Voilà. Ça, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse. Oui, aussi. oui. On peut dire, on peut parler d'insuffisance pour la première hypothèse et parler de défaut pour la deuxième hypothèse, ou bien c'est la Non. même chose. Insuffisance par rapport à quoi? Donc, oui, insuffisance de récepteurs ou récepteurs défectueux. Bon, ça, on peut le mettre dans un même paquet. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce qu'ici, dans D'accord. tous les cas, ce qui est ciblé, ce sont les récepteurs qui sont ciblés. Donc, Oui, oui, l'hypothèse ici cible les récepteurs. C'est un problème de récepteurs. Maintenant, le problème oui, de récepteurs, ça peut être parce que les récepteurs ne sont pas fonctionnels, parce que les récepteurs sont défectueux, parce que les récepteurs sont insuffisants. Mais en tout cas, le problème, c'est oui, au niveau des oui, récepteurs. d'accord. Oui, Voilà. d'accord. Oui. Ou bien encore, autre hypothèse, Fatou insiste. Oui, Fatou, on t'écoute. Sinon, Sokhna Diarra se lance. Deuxième hypothèse. Oui, Fatou. Les rats obèses produisent de l'insuline, mais celle-ci n'a pas d'effet sur la glycémie. Oui, justement, pourquoi l'insuline n'a pas d'effet? C'est dû à quoi? C'est parce que l'insuline est... Peut-être à une insulinorésistance. Non, attention, Une résistance des cellules à l'insuline. non, la résistance, n'est-ce pas? On peut le mettre du côté des récepteurs. OK? Mhm, Parce que ici, hein, quand on parle de résistance, donc ça suppose que l'insuline est produite normalement. mhm. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à l'insuline. Mais c'est une question de réceptivité de l'insuline qui pose problème. Or, cette réceptivité, n'est-ce pas, ça implique un peu les récepteurs. Donc ça, on a réglé le problème. Donc, on a dit, première hypothèse, ça concerne les récepteurs. Donc, ce sont les récepteurs qui ont un problème. Maintenant, deuxième hypothèse, ça pourrait concerner quoi? Sohna, Diara. Oui, il faut ouvrir le micro, Sohna. Ici, Oui, les rats, ils sont obèses. On peut pas parler des tissus adipeux. tu suis adipeux. Oui. Non, mais non. Bon, en quoi, je pose la question, en quoi le fait d'avoir un tissu adipeux, OK, étoffé ou développé, tout ce que vous voulez, peut, par rapport à notre cas ici, en tout cas, les données que nous avons sous les yeux, peut faire que justement le rat ou obèse n'a pas réagi comme s'attendait ou bien comme on pourrait s'attendre, n'est-ce pas? Ou encore n'a pas donné la réaction qu'on a notée chez les rats normaux. Donc Les là, rats, oui, ils ont un excès de tissus adipeux, non? comment? Les rats obèses, Oui, ils ont un excès de tissu adipeux. oui. Donc ça va pas participer à l'insulinorésistance. Non, ça que je suis en train de dire. Maintenant, explique un peu en quoi le fait d'avoir un tissu adipeux développé, OK, peut participer justement à créer ce diabète-là qu'on a noté. Parce qu'au contraire, On peut avoir oui, un dysfonctionnement des cellules du pancréas, les cellules bêta. dysfonctionnement des cellules bêta. Oui. Oui. Dans quelle mesure le dysfonctionnement des cellules bêta peut faire que les rats, n'est-ce pas, ne peuvent pas réguler la glycémie malgré
l'injection de sulfamide. C'est que vous vous éloignez trop, vous cherchez loin alors que c'est tout près. On a dit, première hypothèse, c'est un problème de récepteur. Parce que pour que l'insuline, plutôt, pour que la glycémie soit réglée, il y a deux facteurs qui étaient essentiels. C'est l'hormone en tant que telle et le récepteur où l'hormone doit se fixer. Parce que si on a une résistance par rapport à ça, évidemment, on ne pourra pas régler. On ne peut pas réguler la glycémie. Maintenant, nous, on a dit, OK, première hypothèse, il se pourrait que, en tout cas, encore une fois, on est dans le champ, on est dans le risque de l'hypothèse. On est dans le domaine de l'hypothèse. Donc, sauf, ou bien, jusqu'à ce qu'on ait des informations supplémentaires pour, et voilà, étayer l'hypothèse, en tout cas, savoir exactement de quoi il s'agit. Mais on donne toutes les possibilités. La première possibilité pour nous, c'est que c'est un problème de récepteur. On l'a dit. Et maintenant, j'ai dit, pour les récepteurs, on peut pointer du doigt le problème qu'on appelle ça, de l'insuffisance des récepteurs ou le problème de une certaine défectuosité du récepteur. Ça peut être défectueux le récepteur. C'est possible. Et quand il est défectueux, il ne permettra pas la fixation de l'insuline. Si on a insuffisance de récepteurs, on n'aura pas suffisamment d'insuline qui va se fixer. Donc, dans les deux cas, les résultats peuvent nous conduire à ce que on a vu chez les rats obèses, c'est-à-dire à ce que l'insuline, la glycémie ne soit pas régulée. Maintenant, on a terminé, n'est-ce pas, pour les récepteurs. Maintenant, quelle autre hypothèse on peut mettre sur la table pour expliquer les résultats observés chez les rats? C'est ça maintenant la question? On peut parler du métabolisme du glucose. Non, c'est trop loin tout ça. C'est trop loin tout ça. Ndeye Anta Diagne, Oui, oui, deuxième en hypothèse. fait, on, On peut penser à on quoi? peut dire, on peut dire que l'origine du diabète est due à un excès de glucosénèse et de liposénèse. On peut dire ça ou bien, Non. Encore une fois, nous sommes dans une logique. L'exercice a une logique. Il faut suivre la logique de l'exercice. Il ne faut pas convoquer toutes les connaissances que vous connaissez ou bien que vous savez sur la question. Mais ici, on y va de façon méthodique par rapport aux données que nous avons sous la main. Les données, je le rappelle, c'est quoi? On a affaire à deux types d'individus, des rats normaux et des rats obèses. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque individu a une situation donnée. La situation, c'est quoi? Avant l'injection de sulfamide, les rats normaux, voilà, normal, ont une glycémie normale, ont une insulinémie normale, qui est de 21. Les rats obèses ont une situation. La situation, c'est quoi? Ils ont une hyperglycémie parce qu'on a une valeur de 0,45. Et parallèlement à ça, ils ont une insuffisance ou bien encore des taux faibles en insulinémie, donc 15. Voilà ce que nous avons. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a fait une injection de sulfamide. Et on nous précise que la sulfamide, c'est une substance qui active la sécrétion d'insuline. Vous comprenez? Or, on sait tous que l'insuline est la seule hormone qui permet de baisser la glycémie. Maintenant, chez les rats normaux, quand on a fait l'injection, effectivement, on a constaté la baisse. Donc, pour avoir la baisse, évidemment, on a constaté qu'on a eu une augmentation de l'insulinémie. Et quand on a eu cette augmentation, c'est couplé avec la baisse de la glycémie chez les rats normaux. Mais chez les rats anormaux, malgré qu'on ait injecté la sulfamide, on n'a pas observé le même résultat que chez les rats normaux. Parce qu'ici, on a constaté certes l'augmentation de l'insulinémie, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est la baisse de la glycémie. La glycémie n'a pas baissé. Elle est restée constante. monsieur, Oui? on peut dire que son diabète est insuline non dépendant. Genre, ça ne dépend pas des récepteurs, ça ne dépend pas de l'insuline. Parce que l'insuline n'a aucun effet sur la glycémie. Non, non, attention. Mais justement, ça, c'est le premier cas qu'on a donné. C'est le cas des récepteurs. Parce que là, on a dit que l'insuline n'a pas de problème. Ce sont les récepteurs qui ont un problème. On a accepté cette hypothèse-là. Et on a dit que pour les récepteurs, on peut même donner deux cas de figure. Soit on a insuffisance de récepteurs, ou soit on a des récepteurs qui sont défectueux.
Mais dans tous les cas, le problème, c'est lié au récepteur. Ça, on l'a dit. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas de l'insuline, ça dépend des récepteurs qui ont un problème. Première hypothèse. Mais ça pourrait être également quel cas? C'est ça la deuxième hypothèse qu'on cherche, justement. Maintenant, si ce n'est pas lié supposons maintenant, les récepteurs n'ont pas de problème. Maintenant, le problème pourrait être où, à quel niveau? Si les récepteurs n'ont pas de problème. C'est l'insuline qui n'est pas Voilà, c'est trop. l'insuline qui a un problème, Oui, c'est qui n'est l'insuline. pas bon. Et Oui, pour l'insuline, soit l'insuline n'est pas suffisante, ou soit l'insuline n'est pas de bonne qualité. oui, de bonne qualité. Oui. Voilà. Et donc là, nous avons nos hypothèses. Donc, hypothèse concernant le récepteur, hypothèse concernant l'insuline. Donc, à ce stade-là, voilà ce qu'on peut dire. En attendant d'avoir d'informations plus amples ou bien d'autres informations complémentaires pour savoir exactement où est le problème. Est-ce que c'est l'insuline ou est-ce que c'est le récepteur? Mais à ce stade-là, ce qu'on peut dire, c'est que soit l'insuline a un problème, soit le récepteur a un problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Voilà. Donc, on y va. Donc, hypothèse. Donc, on va dire, il se pourrait. Donc, en tout cas, bon, pour l'hypothèse, généralement, on formule, voilà, forme, voilà, conditionnelle, bon, mais ça, c'est pas trop même important, mais bon, c'est juste une parenthèse. Donc, on va dire, il se pourrait, les récepteurs à insuline au niveau des cellules cibles soient défectueux ou insuffisants. Là, c'est un problème qui concerne les récepteurs. La deuxième hypothèse, cette fois-ci, ça concerne l'insuline lui-même. Donc, on va dire, il se pourrait que l'insuline soit anormale, soit en quantité ou en qualité. Mais ici, le problème de quantité ne se pose même pas, parce que si on regarde les taux qui sont libérés, ils sont aussi importants ou même plus importants chez le rat normaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand on a fait donc l'injection de sulfamide, on a trouvé des 99, 79. Donc, ce sont les taux quasiment qu'on trouve chez, comment on appelle ça, le rat normal. Donc, ici, donc, on peut même enlever la question de la quantité, mais c'est plus vraiment une question de qualité, on va dire. Bon, en normal, donc c'est en quantité, en qualité, donc en normal, en qualité, ou inactive. C'est-à-dire, ça n'a pas, c'est pas actif, ou inactive. Voilà. Donc voilà pour les deux hypothèses. Maintenant, ça c'est la première partie, la partie A. Maintenant, on va aller à la partie B. OK? Bon, oui, Ndeye Anta a levé la main. Oui, c'est bon. Oui, elle a enlevé. OK. Maintenant, qui va lire la deuxième partie, le B? Euh, oui,
Marainement, on va essayer marainement. On a dit Gambé. Mhm, La figure du document 2 représente un niveau de Langerhans qui est formé essentiellement par deux types de cellules, mhm, X et Y. mhm, Ces cellules sont impliquées mhm, dans la régulation de la glycémie par, mhm, par l'intermédiaire de la sécrétion mhm, de l'insuline et du glucagon. mhm, Pour identifier les cellules X et les cellules Y, on mhm, a réalisé les expériences suivantes. mhm, Première expérience, on cultive des cellules X et Y dans un milieu nutritif et on dose la production de l'insuline et du glucagon en fonction de la concentration du glucose dans le milieu. Le document B présente les résultats obtenus. mhm. OK, Ça va? voilà. Et maintenant, donc, pour résumer rapidement ce que Mariama vient de lire, donc, cette fois-ci, on nous présente, n'est-ce pas, un îlot de Langerhans. Donc, comme tout le monde le sait, c'est en fait une formation cellulaire qu'on trouve au niveau du pancréas. OK? Et ce pancréas-là, au-delà des îlots de Langerhans qu'il renferme également ce qu'on appelle les acinies, donc les cellules acineuses. OK? Et chaque catégorie cellulaire, c'est-à-dire les acinies d'un côté et les îlots de Langerhans, ont des fonctions spécifiques. OK? Donc, ces deux fonctions spécifiques des acinies et des îlots de Langerhans nous permettent de parler de dualité fonctionnelle du pancréas. Donc, le pancréas est un organe qui fonctionne de façon, n'est-ce pas, en bio, donc à une dualité de fonction. La première fonction gérée par les acinies, c'est une fonction exocrine. La deuxième fonction gérée par les cellules des îlots de Langerhans, c'est une fonction endocrine. C'est pour ça qu'on dit que le pancréas est une glande mixte, parce qu'ayant une double fonction. Une fonction exocrine à travers les acinies, qui libèrent, comme vous le savez, le sucre pancréatique, et une fonction endocrine avec les cellules des îlots de Langerhans, c'est-à-dire les cellules alpha et bêta, qui libèrent des hormones, que sont l'insuline et le glucagon, qui sont déversés dans le sang, qui assurent ainsi la fonction endocrine du pancréas. Donc, le pancréas est une glande mixte. Mixte non seulement du point de vue de la fonction, mais également mixte du point de vue de l'organisation structurale. Parce que si on regarde les cellules acineuses et les acinies, ils ne sont pas de la même structure. Ces cellules sont différentes du point de vue structural. Donc, dans le pancréas, on a deux catégories cellulaires qui cohabitent. Donc, ce qui permet de parler de la dualité de structure. Et la dualité de fonction, j'en ai parlé, c'est avec la fonction exo et endocrine. Voilà ce qui se passe. Maintenant, nous ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un îlot de Langerhans. Maintenant, dans cet îlot de Langerhans, nous avons deux catégories cellulaires, les X et les Y. Mais nous, on sait que X, Y, ça peut être alpha ou bêta. Mais on ne sait pas le X c'est quoi, le Y c'est quoi. Mais on sait que X et Y correspondent normalement à alpha et bêta. Mais on ne sait pas si c'est le X qui est l'alpha ou le bêta ou si c'est le Y. On ne sait pas. Mais les résultats qu'on aura nous permettront de comprendre quel type représente quelle catégorie. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en culture les X et les Y dans un milieu nutritif. Et qu'est-ce qu'on fait? On a dosé le taux d'insuline et de glucagon libérés par ces cellules en fonction de la concentration de glucose qu'on met dans le milieu. Et si on regarde le résultat obtenu donné par le document 3, ici on voit que si le taux... Bon, maintenant, est-ce que quelqu'un pour analyser ce document? Le document 3, qui peut l'analyser rapidement? Bon, Mariama, On peut dire qu'on a le document 3. mhm. Il faut ouvrir le micro. Le micro est fermé, Mariama. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On peut dire que le document 3 représente
le taux du glycogène et de l'insuline en fonction de la concentration du glucose. OK. Mhm. Nous constatons que le glucose est inversement proportionnel à l'insuline, c'est-à-dire lorsque le glycogène augmente, l'insuline diminue. Vice-versa, c'est inversement proportionnel, on peut dire. Bon, attention, c'est mal analysé. Parce que c'est vrai que les deux hormones sont inversement proportionnelles, mais ici, la Hmm, variation est dictée par la variation du glucose dans le milieu. Donc, c'est ça qui fait varier mhm. les deux hormones. Maintenant, ici, quand on veut analyser, justement, il faut partir de ces situations de variation du glucose dans le milieu et voir comment, en parallèle, ces deux hormones évoluent. OK? D'accord. Mais il ne s'agit pas de dire que c'est inversement proportionnel. Là, c'est plus une déduction ou bien, voilà. Mais je parle d'analyse à proprement parler. Ah, Sorna, d'accord, Sorna, j'ai compris. voilà. OK. Sorna, on va essayer Sorna. Oui, Sorna, ouvre le micro. Peut dire que lorsque le taux de glucose, la concentration Mhm, en glucose dans le milieu est faible, la production de glucagon est élevée, tandis mhm. que la concentration de glucose dans le milieu est très élevée, euh, la production en insuline augmente aussi. Genre, elle est élevée. Oui, bon, voilà. C'est ça, en fait, globalement, voilà, ce qu'il fallait voir. Donc, on voit que à des taux très faibles de glucose dans le milieu, on voit que la production de glucagon est très élevée, là où celle de l'insuline est très faible, voire nulle. OK? Et maintenant, quand on dépasse une certaine valeur de glucose, n'est-ce pas, élevée, on voit que le taux d'insuline commence à augmenter ou bien est élevé au moment où le taux de glucagon est faible, voire même nul, dépendant de l'augmentation de la quantité de glucose dans le milieu. C'est bon. OK, donc on y va. Donc, on va faire d'abord une analyse. Donc, on est à la partie B. Bon, je vais mettre une couleur. OK, donc je vais prendre le document 3. OK, donc je vais mettre le document 3 représente la variation de la production d'insuline et de glucagon en fonction de la concentration de glucose dans le milieu. Ça, c'est la présentation du document. Une analyse à proprement parler. Donc, on constate que pour une augmentation du taux de glucose de 0 à 12 unités environ, bon, une diminution, bon, j'avais le que, hein. Bon, on constate
Donc, une diminution du taux de glucagon et une augmentation, non, pour des concentrations en glucose supérieures à 12 unités, l'insuline alors que le glucagon devient très faible. OK. Donc voilà pour, n'est-ce pas, ces analyses. OK. Maintenant, ici, on peut même aller plus loin, en fait, tirer une petite conclusion. Donc, ici, ça veut dire quoi? Parce que là, je rappelle qu'on a deux catégories cellulaires. On a les X et les Y. OK? Maintenant, on sait que les X et les Y, forcément, c'est soit les alpha ou les bêta. Mais nous, on sait que les alpha, n'est-ce pas, sont sensibles à quoi? Les bêta sont sensibles à quoi? Ou bien, que font les alpha, que font les bêta? On sait que dans tous les cas, c'est deux hormones qui peuvent être libérées. C'est insuline et glucagon. Maintenant, si on a fait une variation de la glycémie, ou bien, en fait, on va dire du glucose ou de la glycémie, si vous voulez, quand c'est faible, on voit que c'est le glucagon qui est fortement libéré. Quand c'est élevé, on voit que c'est l'insuline qui est fortement élevée. OK? Mais on sait que pour avoir l'insuline ou le glucagon, il faut qu'il y ait des cellules qui les sécrètent. Donc, parmi ces deux catégories cellulaires, une sera donc sensible à l'augmentation de la glycémie et l'autre sera sensible à la baisse de la glycémie. Et quand on a une augmentation de la glycémie, n'est-ce pas, les cellules sensibles à cela vont libérer une hormone. Et quand on a le cas contraire également, on a des cellules qui seront à l'origine de la libération de l'autre hormone antagoniste. Parce qu'on sait que, comme l'a dit tout à l'heure une de vos camarades, ces deux hormones sont inversement proportionnelles, donc sont antagonistes en réalité. Oui, Fatou qui a levé la main. Oui, le micro. Nous pouvons dire que les cellules Y produisent l'insuline et les cellules X produisent le glucagon. Les cellules Y. Non, mais non, à ce stade-là, on ne peut pas le dire de façon formelle. Parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de dire que Y produit telle hormone, X produit telle hormone. On ne peut pas le dire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que une de ces deux cellules est sensible à une situation d'hypoglycémie et va libérer le glucagon. L'autre est sensible à une situation d'hyperglycémie et va libérer l'insuline. Ça, on le sait. Mais jusqu'à ce niveau-là, on ne peut pas dire de façon formelle que X libère ceci, Y libère cela. Ça, peut-être, il faut attendre les autres documents pour être sûr maintenant de quelle cellule libère quoi. Mais pour le moment, ce qu'on sait juste que ces cellules sont sensibles à la variation de la glycémie. Maintenant, quand la glycémie augmente, il y a une des cellules qui libère l'insuline. Quand la glycémie baisse, il y a une des cellules qui libère le glucagon. Ça, on le sait. Mais pour le moment, on ne peut pas dire avec certitude que c'est ceci ou cela qui libère ça ou ça. C'est bon? Donc, on va dire, donc une catégorie
de ces cellules est sensible à la baisse de la glycémie et sécrète du glucagon, tandis que l'autre catégorie est sensible à la hausse de la glycémie et l'hiver de l'insuline. Voilà. Donc voilà, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire ici. Ok. Et on sait que l'insuline est libérée au fur et à mesure que la glycémie augmente et le glucagon, par contre, est libéré au fur et à mesure que la glycémie baisse. Donc voilà ce que le document 3, en tout cas, nous permet d'avoir, de dire comme information, ou bien de dire, voilà, mais les informations ne sont pas allées jusqu'à pouvoir nous permettre de dire que X est, n'est-ce pas, telle cellule qui sécrète telle hormone, ou Y, non, ça, on peut pas le dire pour le moment, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour cela. Donc, en tout cas, par rapport à ce que le document 3 a donné. Maintenant, on va voir, n'est-ce pas, pour les autres documents, qu'est-ce que ça nous permet de dire. Et maintenant, pour ce document-là, donc nous avons l'expérience de, bon, qui va lire rapidement, peut-être sera donc là, oui, qui va lire rapidement pour le document 2, l'expérience 2 plutôt, le document 4. Chaba, À un haut de ras normaux, on injecte une dose d'antibiotique, la streptozonide. la streptozone, la streptozotocine. Mhm. Cette injection provoque l'apparition du diabète chez la traitée. Le document 4 présente le pourcentage des cellules X et Y dont Nilo, dont Lambert Hines, prélevé chez un rat normaux non traité et de îlot de Lambert Hines prélevé chez un rat rendu diabétique par la estozonocyte. Mhm. Première question, identifie à partir de vos connaissances et l'analyse des données présentées les cellules X et Y. Voilà. Maintenant, le document 4 va plus loin que le document 3, parce qu'ici, on a traité avec une substance qui, comme on l'a dit, n'est-ce pas, le traitement avec la substance permet de faire quoi? De voir l'apparition du diabète. Et maintenant, quand on l'a fait, on a pris un rat normal qui n'est pas traité. Le rat normal non traité va présenter, en termes de pourcentage de cellules X, 74%, et en termes de pourcentage de cellules Y, 15%. Alors que maintenant, ça, c'est le rat normal, donc qui n'est pas traité, qui n'a pas subi donc l'action de cette substance, de cet antibiotique. Maintenant, quand on traite, n'est-ce pas, le rat avec l'antibiotique, on voit que là où on avait 74% de cellules X, on a maintenant 10%. Alors que pour les cellules Y, presque il n'y a pas de changement. On avait 15, on a 14, donc c'est quasiment la même chose. Donc le changement fondamentalement, c'est au niveau des cellules X qu'on l'a noté. Et donc si les cellules X baissent, donc passent de 74 à 10, on a un diabète qui apparaît. Parce qu'on a dit, l'antibiotique permet l'apparition d'un diabète. Donc d'après vous, entre X et Y, quel est, n'est-ce pas, quels sont les types cellulaires X, Y? X représente quoi? Y représente quoi, d'après vous? Donc, pour finir par ça, oui, oui, Doumbouya, elle levait la main.
C'est les cellules Oui, il faut ouvrir le micro. Oui. X, cellule alpha, Y, cellule bêta. Y cellule, Bêta, cellule bêta, X oui. cellule alpha. Bon, est-ce que vous êtes d'accord? Ça va? Ou Sokhna Diarra? X, cellule bêta. X cellule, Y, cellule bêta. oui. Voilà, Y cellule, Alpha. cellule alpha. Ah, très bien. Pourquoi? Mais parce que on a dit que si on traite avec l'enzyme, avec l'antibiotique, n'est-ce pas, on a un diabète qui apparaît. Or, pour avoir l'apparition de ce diabète-là, on constate qu'il y a eu des modifications par rapport aux cellules X qui sont passées de 74 à 10. Donc, la diminution de ces cellules-là a permis d'avoir un diabète. Donc, ça veut dire quoi? Si les cellules X étaient intactes, peut-être on n'aurait pas de diabète. Tu comprends? Donc, vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'antibiotique a attaqué les cellules X et en les détruisant, OK, a permis l'apparition du diabète. Donc, si les X étaient présents, certainement le diabète ne serait pas apparu. Or, on sait que pour éviter ce diabète-là, il faut des cellules qui sécrètent l'insuline, donc notamment les bêta. Donc, ce sont les bêta qui ont manqué ici à cause de l'antibiotique et qui ont fait que les rats sont devenus diabétiques. Donc, les cellules X sont en réalité les cellules bêta, on va dire, et les Y sont les cellules alpha, donc qui sécrètent en fait le glucagon. Donc voilà, chers élèves, il est l'heure. Bon, ce que je voulais vous proposer, c'est vrai qu'on n'a pas terminé totalement, mais je pense que vous pourrez faire la suite. Bon, dans tous les cas, le corriger, n'est-ce pas, vous l'avez, vous l'aurez dans le groupe. Si vous voulez aussi, on peut y revenir, n'est-ce pas, la prochaine fois qu'on se verra, c'est-à-dire le samedi prochain. Donc, avant d'aborder peut-être un exercice que je propose, toujours de révision. Bon, Chaba a levé la main. Monsieur, monsieur, on va revenir sur la génétique, bien. Oui, la génétique, oui, j'ai proposé un exercice encore de génétique pour la prochaine fois, en tout cas. On va le faire avant ou bien on va le faire ici. J'ai pas compris. Avant, Tu vas balancer ça dans le groupe, on va faire ça avant, bien, oui, on va le faire bien sûr, ici vous tous l'aurez ensemble. dès la début semaine prochaine, normalement, ou même, je ne sais pas si c'est fait même, parce que, donc, voilà, c'est fait, je pense. Donc, en Mhm. principe, si vous regardez dans la plateforme, vous avez donc la série de samedi prochain, normalement. Ah, d'accord, Inch'Allah. OK. Merci beaucoup. OK, merci. Donc, bon courage à tous, accrochez-vous, c'est bientôt la fin et ça ira, Inch'Allah. Donc, on est avec vous, hein. Voilà, merci et à samedi prochain.